Bon après-midi. Nous attendons un moment avant de commencer la session pour donner du temps aux personnes pour nous rejoindre. Bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et nous allons bientôt commencer. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Euh, Cette session est organisée par Hépatite B Fondation, la Fondation Hépatite B et soutenue par GSK. Je suis la directrice associée de la Fondation. Je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir une présentation intéressante qui se focalise sur des points importants liés à l'hépatite B, visant à comprendre la science derrière l'hépatite B, comment nous sommes arrivés où nous en sommes, la science qui est derrière et partager l'expérience que nous avons eue. Nous avons de grands panélistes, des experts dans ce domaine et nous sommes heureux de les avoir parmi nous aujourd'hui. Diapo suivante. Je voudrais commencer euh, en faisant des annonces. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je voudrais également vous faire savoir que c'est un webinaire sur Zoom. Donc, vous pouvez savoir comment participer aujourd'hui. Tous nos membres de l'audience, leurs micros seront fermés, mais n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et de dire d'où vous venez. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et nous ferons de notre mieux pour y répondre. À tout moment pendant ces discussions aujourd'hui, n'utilisez pas à utiliser la boîte questions-réponses pour répondre aux questions, pour poser vos questions. Nous répondrons à vos questions par le biais de nos panélistes à la fin de chaque section. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera partagé avec toute personne enregistrée pour cette session. Diapo suivante. Juste pour vous faire savoir, la session d'aujourd'hui est traduite en plusieurs langues, espagnol, français, chinois. Pour utiliser l'interprétariat, regardez en bas de votre écran et vous verrez un globe, euh, le mot interprétation. Vous sélectionnez la langue de votre choix. L'interprétariat sera également enregistré et partagé sur YouTube et accessible à toute personne qui en a besoin. Diapo suivante. Donc, nous voulons commencer en lançant un sondage pour savoir d'où vous nous appelez aujourd'hui. Si vous pouvez nous aider et partager d'où vous nous appelez. Et également, il y a d'autres questions concernant comment vous vous identifiez. Donc, nous vous laissons quelques minutes pour pouvoir remplir ce sondage.
Je vois dans le chat, nous avons des personnes venant de Pennsylvanie, New York, Ghana, Albanie, Dakota du Sud, Ouganda, Ghana, Nigeria, California. Beaucoup de représentations de différentes régions. Vu que 70% des participants ont répondu, je vais partager les réponses. J'espère que vous pouvez voir la représentation par pays. Nous partagerons, mais vous verrez qu'il y a des participations de l'Afrique, de l'Ukraine. Il semble que les personnes s'identifient en tant que personnes qui vivent avec l'hépatite B, en tant que personnes qui apportent des soins ou qui plaident pour les personnes malades. Diapo suivante. Je voudrais partager l'agenda, ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons commencer avec la bienvenue du président de la Fondation Hépatite B. Ensuite, nous parlerons de Delta Overview Hépatite B avec Dr. Wang, qui est le directeur médical à Barnabas au Centre médical Barnabas, qui est aussi le membre du conseil et le conseiller de la Fondation Hépatite B. Nous allons discuter de ce qu'est la fonctionnelle, comment nous y sommes arrivés. Ce sera fait par professeur Davis de l'Université Saint-Louis. Ensuite, une mise à jour sur le traitement par le docteur Bloch. Et ce sera suivi par un panel de personnes qui racontent leurs histoires, leurs expériences. Ils vont parler des défis qu'ils ont eus par rapport à l'hépatite B. Et ensuite, nous aurons des mots de clôture par le docteur Cohen. Diapo suivante. Et je donne la parole à docteur Shell Cohen. Il est le président de la Fondation Hépatite B, qui est une ONG qui vise à lutter contre, qui vise à trouver une cure pour la maladie. Et, docteur Cohen, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Catherine. Très apprécié. Au nom de la Fondation Hépatite B, je vous salue, je vous remercie d'être à cette conférence. Notre organisation est une ONG mondiale qui vise à améliorer la vie de toutes les personnes qui vivent ou qui ont été affectées par l'hépatite B. Nous faisons cela par le biais de programmes, d'éducation, plaidoyer, politique. Nous travaillons au niveau local, national et international pour pouvoir lutter contre le cancer, Delta et l'hépatite B et s'assurer que nous pouvons donner accès au dépistage, aux soins et aux traitements. Nous avons notre première conférence en juin 2021. C'était la première fois que nous avons eu une conférence avec les malades. L'objectif, c'était de partager les expériences, d'apprendre des uns et des autres et de pouvoir entendre des scientifiques. C'était notre première conférence et pour toutes les personnes qui étaient dans la salle, c'était la première fois qu'ils parlaient de l'hépatite B en dehors de leur docteur. C'était un moment émotionnel et important à partager. Voulions donc donner l'opportunité à d'autres personnes. Nous avons de 2001 à 2019, nous avons pu faire des conférences. Ensuite, il y a eu COVID-19. L'accès par le biais de Zoom voulait dire que nous pouvons apporter cette conférence à plus de monde, à plus de personnes à travers le monde. Comme vous verrez, ces conférences sont uniques et apportent l'expérience de différents experts et de les communautés de recherche clinique. Ainsi, nous permettons de partager les connaissances et les perspectives parmi les parties prenantes pour pouvoir assurer une meilleure collaboration à l'avenir. Nous aurons l'occasion de parler, de poser des questions avec les experts et nous espérons que cette session sera inspirante et utile. Je vais demander donc à nos experts de partager leur expertise, leur perspective et je remercie Dr. Glenn pour son aide.
l'équipe de communication et l'ensemble de l'équipe pour avoir permis que cette session se fasse aujourd'hui. Merci à nos sponsors qui nous ont aidés à faire ce que nous avons pu faire aujourd'hui et de pouvoir avoir l'interprétariat en plusieurs langues. Comme vous le savez, des changements se produisent, donc nous invitons chacun d'entre vous, qu'il s'agisse de, de d'écrire des lettres, de plaidoyer ou autre chose, n'hésitez pas à nous écrire pour nous rejoindre. Diapo suivante. Je suis très heureuse de partager notre hub de formation informée B. C'est une plateforme où tout le monde peut apprendre plus davantage sur Delta, le cancer et l'hépatite. Il y a un quiz à la fin de chaque module et d'autres ressources sont disponibles pour ceux qui finissent le module principal. Vous pouvez euh, télécharger un certificat euh, de réussite. Diapo suivante. Je suis heureuse également de partager un certain nombre de ressources que nous avons à travers la fondation, sont multiplateformes, que ce soit en version papier ou vidéo ou en ligne. Nous avons des informations disponibles dans plus de 16 langues. N'hésitez pas à utiliser ces ressources. Diapo suivante. Je pense que nous avons fait ce sondage communautaire, donc peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. OK, sur ce, je donne la parole à Dr. Freeland. Merci beaucoup, Dr. Khan. Maintenant, j'appelle notre premier intervenant, Dr. Su Wang, qui est directrice médicale pour le programme médical chinois au Centre médical de Barnabas. Euh, se spécialise dans les soins des adultes. Nous voulons la saluer et essayer de lui donner l'occasion d'expliquer, euh, de faire sa présentation. Juste pour être sûr que vous pouvez partager votre écran. Merci Catherine. Laissez-moi un moment pour partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien. Très bien. Merci à la Fondation Hépatite B. Je pense que c'est une occasion importante, unique pour les personnes atteintes par l'hépatite B. Je pense que c'est important d'avoir des recherches, des médecins, tout le monde soit là pour en parler. Je veux commencer en partageant mon histoire. Certains d'entre vous me connaissent. Si vous êtes dans le domaine de l'hépatite B, je suis un docteur avec deux citoyennetés. Donc, je travaille dessus et je vis avec l'hépatite B. Je vais commencer avec mon histoire personnelle. Mes parents, sur la gauche, ont émigré de Taïwan aux États-Unis et mes grands-parents ont travaillé dans le domaine de la santé. Nous nous sommes rendus compte, ma grand-mère était une sage-femme, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont eu l'hépatite B. Nous ne savons pas comment ils ont été infectés, mais c'était avant que les vaccins existaient. J'ai découvert que j'avais l'hépatite B quand j'ai donné mon sang à l'université et à l'école médicale. s- Quand j'ai rencontré mon mari et nous sommes mariés, nous avons commencé à avoir des enfants, l'hépatite B est devenue plus un problème pour moi parce que je voulais éviter la transmission. J'ai été vaccinée, mais une fois que j'ai été enceinte, j'ai essayé d'avoir des tests plus réguliers. Et pendant ma grossesse, le taux était faible, donc je n'étais pas préoccupée. Et chacun de mes quatre enfants a eu le vaccin de l'hépatite B dès qu'ils sont nés. Et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas. Donc j'étais très rassurée en tant que mère. Je ne me suis pas préoccupée de savoir qu'ils vont attraper l'hépatite B. Nous espérons pouvoir éviter ça pour les prochaines générations. Et maintenant, avec les médicaments, la vie que j'ai vécue, l'expérience,
à travers mon travail, ça montre les avancées que nous avons fait, ça montre combien c'est important de pouvoir protéger les générations futures. On passe maintenant à ma présentation. Bien que l'hépatite B est l'une des infections les plus communes dans le monde, environ 3 millions de personnes vivent avec cette maladie. Aux États-Unis, nous avons 2 millions et plus de 50% sont asiatiques ou africains. Quand vous regardez la carte de l'OMS, c'est intéressant de voir où est-ce que, où est-ce que ça se passe et ça affecte tous les pays du monde, pratiquement toutes les régions du monde. De l'Afrique à l'Asie et l'Asie du Sud, nous voyons qu'il y a des problèmes en termes d'hépatite B. Donc, c'est une présentation générale de l'hépatite B, mais c'est important pour nous de comprendre les faits de base pour que nous soyons sur que nous ayons la même compréhension. Le virus infecte le foie et peut devenir chronique. Si il n'est pas traité, il peut mener à un cancer du foie et la cirrhose et d'autres problèmes. Et c'est la cause mondiale du cancer du foie dans le monde. Et ça continue de s'accroître. La tendance est, est à l'accroissement. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un vaccin sûr qui peut permettre d'éviter l'hépatite B et nous avons des traitements qui sont sûrs également. Donc, nous tous ici qui avons l'hépatite B, nous pouvons mener des vies saines et longues. Je vais parler maintenant rapidement de Delta. Qu'est-ce que le virus hépatite Delta? Peut-être que vous en avez entendu parler ou pas, mais voici les points importants que vous devez savoir. 5 à 10% des personnes ont ce virus Delta. Donc, sont seules les personnes qui ont le virus hépatite B peuvent attraper Delta. Le, euh, le virus Delta peut mener à plus de complications. 70% des personnes qui ont Delta auront la cirrhose et le cancer du foie en 10 ans. Et les régions les plus affectées, la Mongolie, l'Afrique centrale et occidentale de l'Ouest, en Asie du Sud. Et le dépistage est fait à travers un test anticorps suivi d'un RNA. C'est très important d'entendre des personnes qui vivent avec le virus Delta. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous les outils pour éliminer l'hépatite d'ici 2030. Et ce que vous voyez ici en haut, nous arriverons bientôt à l'objectif en termes de vaccination, mais nous sommes derrière pour ce qui est de diagnostic et même encore pire pour le traitement de l'hépatite B. Donc, nous devons trouver les millions de personnes qui sont affectées, qui ne sont pas comptabilisées. Et depuis l'année dernière, aux États-Unis, le CDC recommande que tous les adultes aient ce vaccin, quel que soit où vous êtes né. Maintenant, nous allons passer à la vie secrète du virus de l'hépatite B. Ce qui se passe n'est pas visible. Euh, c'est le graphique de l'étape de l'infection. Si vous demandez les scientifiques par rapport à l'hépatite B, vous verrez toutes ces lignes. C'est assez compliqué lorsque l'on en parle de l'histoire naturelle, mais c'est très intéressant pour les personnes qui font le travail parce que l'hépatite B est très complexe et dynamique. Mais pour être honnête, nous regardons pas vraiment tous cela pour prendre soin des personnes affectées. Je vais présenter les prochaines diapos. Euh, je donne la parole à mon collègue. Je vous encourage à consulter le forum sur l'hépatite B et il y a des informations très importantes sur cela. Il a développé une façon très bonne pour pouvoir expliquer
la complexité du virus. Qu'est-ce que le virus, l'hépatite B? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est en vie? C'est un peu les deux. L'hépatite B, c'est un peu comme une graine et qui a le potentiel de grandir. Donc, quand vous êtes enfant ou adulte, ce qui se passe, vous avez ces graines et c'est dans votre corps et ils arrivent dans votre foie. Et c'est là qu'ils cherchent à grandir. La première chose que l'hépatite B fait, c'est qu'il forme ce qu'on appelle cccDNA et il se développe davantage dans le foie et plus il se développe, plus il affecte les cellules voisines. Et donc, il y a une production qui augmente de ce cccDNA et ça permet à la cellule de produire d'autres protéines dans le virus. C'est comme ça que ça se développe. Ce que vous voyez, c'est une protéine qui vient du virus. Ce que l'on voit dans le sang, c'est la protéine qui vient du virus. La première phase, que l'on appelle la tolérance, c'est la première phase que l'on voit, c'est lorsque le foie est pleinement affecté par l'hépatite. Nous, si vous regardez le foie, les arbres n'affectent pas vraiment le foie. Il y a très peu d'informations lorsque vous êtes dans cette phase. Donc, le foie paraît normal. Et ce qui arrive dans la phase suivante, la réponse immunitaire commence à reconnaître oh, quelque chose ne va pas, les cellules commencent à être affectées. Et le système immunitaire est comme un bulldozer. Il essaie le feu que vous voyez, c'est l'activité du système immunitaire. Ils essaient de se débarrasser du virus. Et ce qu'il essaie de faire, il essaie, vous voyez l'élévation de la protéine, il essaie de se débarrasser des virus. Et si c'est fait de manière réussie, vous voyez que ça diminue le niveau de ces cDNA. Et vous verrez aussi que ici, dans la phase 3, vous n'avez pas tous les feux que vous voyez avant. Ce qui arrive malheureusement, c'est que même si le niveau diminue, le virus est malin. Il produit de nouvelles formes qui, et comme ce sont de nouvelles protéines, euh, le système immunitaire ne semble pas reconnaître ces protéines et ça affecte davantage les cellules et donc ça ne peut pas nettoyer les cellules affectées. Vous voyez ici les racines qui restent, même s'il y a ici, vous voyez plus de virus, mais les racines sont toujours là. C'est en gros ce qui se passe. OK, nous allons passer à la quatrième phase qui est échapper de l'immunité qui n'arrive pas à échapper. Ce que vous voyez, c'est que le virus essaie d'échapper le système immunitaire et il y a de nouvelles infections de ces nouvelles cellules et donc le système immunitaire les reconnaît. Quelqu'un pourrait penser qu'il ne se passe rien, que c'est inactif, mais c'est là que justement c'est réactivé. Vous devez donc vérifier avec votre docteur chaque 6 ou 8 mois parce que vous pourrez être bien, mais ça ne veut pas dire que la maladie est partie. Donc ici, plus de virus dans le sang et avec le temps, l'inflammation donne lieu au cancer et à la maladie du foie.
Donc, je vais passer rapidement au traitement actuel et Dr. Davis et Blackboard pourront aller plus en détail sur la thérapie, mais en termes de montrer ce qui se passe en termes de traitement, ce que nous avons actuellement, nous, nous pouvons, euh, nous avons un médicament qui permet d'éviter la reproduction du virus. Mais par contre, même si on peut se débarrasser du DNA, il y a, il y a toujours, les racines sont toujours là, on ne peut pas s'en débarrasser. Même si vous pouvez supprimer le virus, l'infection existe toujours dans le foie. Quelles sont les approches, à prendre en compte? Le, il y a trois différentes façons de traiter la maladie. Premièrement, nous pouvons essayer d'enlever l'infection sous-jacente, y, donc y compris le cccDNA. C'est très difficile. Nous cherchons à trouver un moyen d'arrêter le virus pour qu'il produise des protéines ou qu'il laisse des racines. Et ensuite, deuxièmement, nous voulons trouver un moyen de supprimer la production de protéines du virus. Le cccDNA peut toujours être là, mais nous pouvons aider la cellule à être débarrassée du virus et être active. Nous pouvons expliquer davantage. Et troisièmement, c'est activer la réponse immunitaire. Et ce sera les vaccins qui permettent de stimuler la réponse, le système immunitaire. Et ça, c'est juste les tests sanguins qui reflètent les images que nous avons dit. OK. Je fais beaucoup de travail lié à l'hépatite B et j'ai entendu beaucoup de scientifiques dire des choses, mais je vois que les gens commencent à comprendre. Pour vous, c'est nouveau. Une fois que vous entendez une présentation scientifique, je vous assure que plus vous entendez cette présentation, mieux vous comprendrez le problème de l'hépatite B. Il y a des personnes, des communautés qui ont été engagées, qui dialoguent, parce que souvent nous posons des questions que les scientifiques ne posent pas. Nous devons être au devant des discussions et être à la table lorsque nous parlons de thérapie. Et donc, je vous encourage à continuer à apprendre parce que c'est vraiment important d'avoir des patients engagés qui aident au changement. Je vais Je pense que c'est important du point de vue de la perspective d'une personne comme moi. La, la suppression des cellules T, comme je l'ai expliqué, je prends les médicaments contre l'hépatite B. C'est une façon de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le système immunitaire. Les cellules T font partie de votre système immunitaire et l'infection sur le long terme avec l'infection de l'hépatite B. Et avec le temps, elles n'y répondent plus et elles peuvent mourir. Ensuite, ce que nous trouvons intéressant, c'est avec l'infection, ça, le virus s'intègre avec le DNA et cette intégration peut mener à la mutation et la mutation peut s'élargir et l'élargissement peut donner lieu au cancer. Et et c'est ainsi que le cancer peut se développer. Donc, c'est une étude de à grande écoute qui était faite en Chine, qui a un taux de 15,8 et les taux de cancer étaient plus élevés quand vous regardez les cancers qui sont le plus signifiants, le lymphome, le pancréatique, colorectal, oral ou de l'estomac. Pour beaucoup d'entre nous qui vivons avec
ce virus, c'est vraiment préoccupant. Il y a d'autres problèmes. Un, c'est qu'ils pourront nous pousser à vouloir traiter l'hépatite B. Donc, je vais parler, c'est les soins et les traitements de l'hépatite B. Même si vous vous sentez complètement bien, la plupart d'entre nous le sont. C'est très important de prendre soin de vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, sont entrecoupées. Pas de son, pas de son. Merci à tout le monde de nous avertir du problème technologique. Nous avons perdu notre présentatrice pour essayer de la ramener en ligne avec nous. Merci de votre patience. Vous êtes là sur... Oui, j'ai mon écran. Je l'ai désolé de ce petit... Oui, est-ce que vous avez un peu interrompu de quelques minutes? Vous pourriez un peu aussi ralentir pour les interprètes. Merci de ce rappel. Alors, donc, dites-moi sur quelle vidéo je me trouvais. Voilà, exactement, celle-là. C'était en gros un résumé de l'importance de rester en soins pour l'hépatite B. Vous assurez que même si vous vous sentez bien, que vous faites tester pour l'hépatite B tous les 6 à 12 mois, même de façon plus fréquente, parce que le virus peut ne pas être détecté. Par exemple aussi les scans CT ou bien euh, voici, ou bien les échographies. Voici la façon dont le virus se propage en partageant euh, participant à des activités au quotidien et partageant de la nourriture et les ustensiles. Ils peuvent, en fait, ce n'est pas vrai, participer à des activités quotidiennes, y compris des sports de contact, partager de la nourriture et des ustensiles, partager pour faire des opportunités, pour des opportunités d'éducation, de carrière sur la base les discriminations sur la base de l'hépatite B aux États-Unis est illégale et nous voulons connaître toutes les occurrences de discrimination et la Fondation pour l'hépatite est très active à ce niveau et veuillez bien remplir un formulaire en ligne pour nous en avertir. Nous voulons recueillir ce genre d'informations. Maintenant, voici les médicaments approuvés par la FDA, c'est l'organe de contrôle des médicaments américains. Et donc, nous avons un Técavir qui est générique, ETV, Tenofovir, TDF. La nouvelle version de tenofovir, c'est tenofovir alafénamide, TAF, qui a été approuvé en 2016. Et les traitements de seconde ou de troisième ligne ne sont plus vraiment en usage. Avez-vous du problème à obtenir vos médicaments? Beaucoup de choses ont changé au niveau mondial. Les médicaments génériques sont disponibles mondialement et à très peu de coûts. Parfois, il y a très peu d'obstacles pour avoir accès aux médicaments. Donc, c'est utile d'avoir accès à l'information aux États-Unis. Vous n'avez pas toujours besoin de passer par votre assurance. Parfois, l'assurance va vous coûter plus cher, mais vous pouvez obtenir les génériques directement de la pharmacie sans avoir besoin d'assurance, mais vous aurez besoin d'une ordonnance. Vous pouvez même aller en ligne et obtenir les médicaments également de supermarché à TDF. Vous payerez 18 mois, 18 dollars par mois, mais par rapport à l'assurance, ça vous coûtera 286 dollars. Et vous pouvez aller à Cost Plus qui vous coûtera 76 dollars pour 3 mois.
Pourquoi est-ce que les médicaments sont tellement chers? Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires avant que les médicaments ne parviennent aux consommateurs et les pharmacies prennent toute leur portion de bénéfices. Comment décider qui c'est qui devra commencer le traitement EPA? Dans le passé, nous avons dû, comme vous le voyez, ce combat, l'image, les forces de l'immunité et les forces du virus qui se battent. Maintenant, nous voudrions savoir quand traiter. Et ce diagramme est souvent circulé au sein de la communauté scientifique. Vous voyez qu'il y a différentes compagnies ou sociétés du foie. Vous avez les lignes directives européennes, asiatiques. Et si vous n'avez pas de cirrhose, vous voyez que c'est différent sur la base de NG positif ou négatif. Donc, au fil de temps, c'est un peu déroutant pour les personnes de la communauté. Voici un aperçu du nombre de directives et de traitements. Il y a un mouvement pour aller vers la simplification des lignes directives. Voici les lignes directrices de la OMS. Donc, on voulait faire ceci. Ces critères sont complètement différents, pardon. Donc, vous pourrez être éligible au traitement si vous avez la fibrose. Il y en a deux qui ont sur une note de 1,5. Si le virus est plus lourd de 2000, donc nous n'avons pas besoin d'être au-dessus de la limite supérieure de 1,5 fois. Et le quatrième, c'est en l'absence d'accès, ça n'a pas d'importance de la charge de virus. Si vous avez un historique de cancer du foie ou de cirrhose, de pathologies telles que le diabète, et d'autres manifestations. Là, il n'y a pas quand il n'y a pas de charge de virus hépatique, vous pouvez commencer quand même le traitement. C'est important parce que dans certaines régions du monde, vous ne pouvez pas vous faire tester pour connaître la charge du virus. Voilà les lignes directrices de traitement de l'hépatite de la Chine, hein. Et donc, si vous avez plus de 30 ans ou moins de 30 ans et vous avez ce genre de cofacteurs tels que la cirrhose, vous pourrez commencer votre traitement. Euh, c'est important que nous partagions tout ceci parce que ça vous montre qu'il n'y a pas une seule réponse correcte. Donc, vous avez un peu de choix sur vos décisions. La Fondation Rappi a lancé des commissions et des personnes de la communauté un appel à l'action pour étendre le traitement vers l'hépatite B, pour ne pas remplacer les lignes directrices, mais de les supplémenter. Regardez, visionner ceci en ligne, mais on dit que un patient veut être traité. Il n'y a pas de raison que il ou elle ne le soit pas. Alors, qui c'est qui décide du traitement? Est-ce le patient ou le médecin? Ça devrait être les deux, une prise de décision conjointe euh, et des recommandations et avec des médicaments basés sur les preuves. Faut respecter les valeurs et les décisions des patients également. Je vais parler aussi de l'importance des résultats signalés par les patients et ce qui leur importe. L'hépatite B, ce n'est pas seulement la charge virale, non seulement l'enzyme. La Fondation a fait un sondage des bénéfices qui étaient chez Rappi, de l'EPA. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Aux États-Unis, les plus grand bénéfice, c'est de ne plus se soucier d'avoir une vie courte, de ne pas avoir peur du cancer du foie
Et troisièmement, de ne pas avoir souci de transmettre le virus. Là, les répondeurs internationaux, au niveau international, le plus grand, le plus haut, c'était de ne pas avoir à éviter les autres, de ne pas se soucier à transmettre, de ne pas, de pouvoir gérer le virus et de ne pas se sentir honteux ou stigmatisé. J'espère que nous pourrons incorporer ces mesures à l'avenir quand nous faisons nos essais, nos recherches et la pratique de la médecine. C'est tout ce que je suis en mesure de couvrir aujourd'hui, mais j'espère que vous réalisez l'importance d'être engagé. Je dis souvent que c'est une grande opportunité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec l'hépatique, près de 3 millions, et donc il faut faire 300 millions de personnes qui sont affectées ou infectées de l'hépatite. Donc il faut s'unir les uns aux autres et in- inspirer l'innovation et en fin de compte faire partie des sauvetages de vie. J'espère que vous allez vous joindre à nous quand nous amplifions la voix des patients pour créer le changement. Je vous rends le micro, chère Catherine. Merci beaucoup, Sue, pour une petite question. Plusieurs fois, il y a des questions qui sont venues. Pour une question concernant l'arrêt du traitement, avez-vous des suggestions, des réflexions à ce niveau pour les personnes qui vivent dans la hépatite et quel genre de conseils vous le donneriez? Intéressant. Actuellement, notre recommandation, qu'il n'y a pas de recommandation pour stopper le traitement qui sont clairs. Il y a des signes qui disent que les patients qui arrêtent le traitement ne réactivent pas. Donc, les peuples asiatiques sont plus tendance à réactiver. Et donc, c'est pour regarder les niveaux, on peut décider qui devrait s'arrêter, qui ne devrait pas s'arrêter. Donc, si vous n'avez pas un niveau très élevé, c'est possible. Mais si vous avez un taux élevé, vous devrez considérer ne pas vous arrêter. Et ça nous aidera à décider qui serait un meilleur candidat. Mais si vous arrêtez votre traitement pour quelque raison que ce soit, assurez-vous de bien vous faire un contrôle sanguin de façon régulière pour vous assurer que les choses ne vont pas s'empirer. Donc, parfois, il y a ils ont parfois des personnes qui ont eu des poussées de la maladie ou même un échec de leur foi quand ils se sont arrêtés de prendre leurs médicaments. Mais donc, au niveau de l'alcool, si vous avez déjà l'hépatite ou quoi que ce soit, ou des maladies du foie, évitez de prendre des choses qui aggravent votre condition. Faites attention aux suppléments de l'herbe et bien sûr l'alcool et ces produits-là sont une autre insulte au foie. Si vous pouvez peut-être limiter votre prise d'alcool, alors buvez très peu ou buvez très lentement, mais le plus vous pouvez l'éliminer, le mieux. Merci beaucoup, Sue. Il y avait des commentaires également. Oui, je vais essayer de rebondir à moi-même. Auriez-vous des recommandations sur les suppléments diététiques, des choses de ce genre? Oui, il faut faire attention. Nous avons des études positives sur le chardon-marie, mais il y a des choses en ligne qui disent qu'il y a quelque chose qui a réussi à guérir l'hépatite. Il n'y a rien de ce genre. Faites attention quand vous entendez quelqu'un qui a une cure pour l'hépatite dans un supplément naturel. Faites preuve de caution. Et des choses qui sont vendues en tant que supplément n'en sont pas réellement. Donc souvent,
Nous faisons très attention à ce niveau. Nous faisons preuve de prudence et parfois il y a même un danger de contamination lorsqu'ils achètent des produits qui n'ont pas bien été examinés. Dernière note, vous pourriez commenter, docteur a mis dans le chat qu'il faut faire attention que certains médicaments euh, prescrits sans ordonnance n'auraient pas vraiment de pouvoir de guérir l'hépatique. Alors, avez-vous des commentaires? Oui, il y a des choses qui causent l'augmentation des enzymes du foie. Donc, parfois, il y a un médicament qu'on donne aux personnes qui ont beaucoup de cholestérol. La plupart du monde n'a pas de problème à ce niveau, mais parfois, il y a des personnes qui font l'objet d'une augmentation des enzymes du foie. Et donc, il se peut que nous allions changer leur médicament à quelque chose d'autre, mais faut faire attention à ce niveau, au niveau des interactions. Et la plupart du monde qui a l'hépatite B peut prendre les mêmes médicaments que les autres. Vous ne voulez pas éviter complètement certains médicaments, et certaines personnes devront en éviter d'autres complètement. Une bonne question qui nous arrive souvent. Après avoir achevé le vaccin contre l'hépatite B, est-ce qu'on conseille de vivre une vie normale avec votre partenaire? Ah oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle le vaccin est vraiment un changement de jeu pour tout le monde. Parce qu'une fois que vous êtes immunisé, mon mari s'est fait vacciner, c'est très libérant. Vous n'avez pas à vous soucier d'avoir à infecter vos êtres chers et vos enfants. Donc, on parle souvent de vaccin, parlera souvent du vaccin de l'hépatite B, donc les personnes à plus haut risque, les travailleurs de l'avant-garde ou les aides-soignants qui sont à l'avant et qui travaillent devraient faire attention, mais le vaccin arrête la transmission, donc c'est magnifique. Beaucoup de commentaires dans le chat. Nous allons faire de notre mieux pour y passer pendant la session. Merci beaucoup, Docteur Wang. Merci de votre magnifique présentation. Il y aura d'autres questions avant la fin de la présentation. Sur ce, je vais accueillir Dr. John Tavis, qui est un professeur de microbiologie à l'Université Saint-Louis à Missouri, aux États-Unis. Il a étudié les mécanismes de duplicata du virus et depuis 1992, il est le directeur du Conseil pour les services biologiques et un membre du Centre de cancer. Il veut donc il la bienvenue, docteur Dravis. Nous voyons votre diapo. Merci de me l'avoir confirmé. Merci à la Fondation de m'avoir invité sur leur plateau. J'adore faire ce genre de choses, surtout avec les bons amis que j'ai maintenant ici avec la présentation. Je veux aussi souligner des commentaires que Sue vient de faire, que le vaccin est la meilleure chose produite par la science. Et vous êtes pas encore fait vacciner, je vous encourage à le faire. Quand je regarde le chat, il y a eu beaucoup de questions sur les relations interpersonnelles. Donc, je ne peux pas commenter à ce niveau, mais le forum en ligne que Sue a mentionné, abcommunauté.org, est une ressource magnifique pour les personnes qui vivent avec l'hépatite, et aussi les scientifiques et les aides-soignants de la profession médicale. Donc, j'encourage tout le monde à le regarder. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont je parle un peu plus. C'est parce que j'adore même
me faire des recherches au niveau des virus. J'aime bien regarder leur comportement dans le labo et je me demande comment est-ce qu'on peut faire cela. Alors, à nouveau, rapidement, une révision de virus virologique. Alors, là, pour le côté biologique qui est important, qui importe à notre discours, le HBV est un virus d'un double nœud de ADN partiel. Il imite les cellules du foie en transcription en reverse de l'ADN, du RNA en ADN. Il infecte actuellement euh, jusqu'à 350 millions de personnes dans le monde. Ça cause une hépatite sévère ou chronique et donc et ça va causer une cirrhose et ça cause 1,1 million de décès annuellement. Le virus Delta de l'hépatite, parce que c'est très proche en biologiquement de l'hépatite B. Ce n'est pas vraiment un vrai virus, c'est un viroïde c'est très que des plantes très communes. Ça imite les enzymes humains du foie donc ça tire parti des composantes de vos propres cellules. C'est toujours trouvé en association avec l'hépatite B et les 5% des personnes avec l'hépatite B chronique ont aussi l'hépatite D chronique. Donc, ça se multiplie vers l'autre cellule sans avoir le besoin d'autre chose. Ces chiffres sont très, très pauvres. Nous ne savons pas en réalité le chiffre réel. Il n'y a pas beaucoup de dépistage et les tests de dépistage ont des grands problèmes. Donc, ces chiffres ont beaucoup d'incertitudes. Le plus grand problème, c'est que de l'avoir les deux, l'HBV et l'HDV rend l'hépatite encore pire. Le cycle de duplicata, je dois en parler un peu euh, pour expliquer le comportement du virus. Vous voyez cette grande boîte gris, ça l'hépatocyte et le virus rentre et ça passe par le cercle gris et ça c'est le centre de commande de la cellule et ça prend l'ADN et déverse dedans et ça prend cette forme à double nœud et si vous avez un ADN de comportements différents. Et après, ça devient actif et ça fait des différentes classes de ARN. Maintenant, ils peuvent se, se, fabriquer de la protéine. La protéine est fabriquée pour former, euh, euh, on appelle ça une capsule euh, de ARN. Et après, ils fabriquent ce ADN à double brin. Donc, ceci ne fait pas de mal à la cellule du tout. Donc, la membrane, il est expulsé de la membrane. Dans certains cas, il revient dans le nucléus et déverse son ADN dedans et complète un cercle. Il y a deux cercles extracellulaire, c'est le premier qui peut faire une boucle et commencer à traiter une nouvelle cellule. Donc, vous avez un cercle et vous avez un second cercle à l'intérieur. De façon importante, tous les réplicas de la cellule
sont essentielles pour la persistance du virus. Et ça, c'est un point clé quand nous commençons à parler des médicaments. Alors, notre thérapie actuelle, je vais un peu en parler plus, ou on a déjà parlé. Pour l'HBV, vous avez ça vous dit le type de système immunitaire. Il y a beaucoup de cellules blanches, d'autres choses qui sont là. Ça leur dit d'aller attaquer à l'HBV. Ça, c'est bien. Ça supprime le virus. Par contre, les effets secondaires dans certains patients peuvent être très sérieux. Et vous pouvez avoir des améliorations à long terme de la santé du foie dans moins de 30% des patients quand vous prenez la population entière. Et ça euh, guérit rarement l'HBV. Après, vous avez les analogues nucléotides et ils bloquent directement la reproduction de l'ADN et le processus mentionné dans la diapo précédente, c'est d'habitude bien toléré. Et c'est un traitement à long terme. Les docteurs gèrent le traitement très bien. Donc, il s'agit là de très bons médicaments. Cependant, ils ne guérissent pas le virus. Ça amène à un traitement à long terme ou à vie pour le patient et ça réduit le risque de transmission parce que c'est lié à combien de virus vous avez qui circulent dans votre flux sanguin. Mais donc, ils le font encore moins, c'est encore plus rare en termes de cure de la maladie. Donc, c'est vraiment un traitement de entretien, de maintenance. Donc, ce sont les deux seuls médicaments que nous avons actuellement. Maintenant, vous avez le virus Delta de l'hépatite, hein, traité avec deux différents genres de médicaments, PEGI, l'interféron PGLAT et le Myrcludex B. Donc, ça peut déclencher des réponses immunitaires pour attaquer le HDV et le HBV. Récemment, c'est très passionnant, il y a un nouveau médicament qui a été approuvé en Europe et aussi aux États-Unis dans des essais cliniques. Le nom générique, c'est Myrcludex B, qu'on connaît aussi sous Hepcludex ou Belevirtide boulvirtide ou bulvirtine, ça bloque l'entrée dans les cellules à la fois des HBV et des HDV et ça améliore la vie, la santé du foie pour les patients. Donc, à nouveau, nous avons des bons médicaments contre le virus. Ils ne guérissent pas l'infection. Ça, c'est le problème pour les personnes qui vivent avec l'HBV. Donc, il y a beaucoup de travail dans le monde et pour développer la thérapie HBV, HDV, un énorme montant d'argent dépensé et de travail pour essayer de guérir ces virus est énorme. Donc, les objectifs généraux de cet énorme effort qui arrive dans les compagnies pharmaceutiques et de médicaments, dans les instituts de recherche tels que l'Institut Bloomberg, qui est géré par la Fondation de l'hépatite B, l'objectif général, c'est de guérir l'infection pour éjecter les virus. Et après, ça va arrêter et reverser la progrès de la maladie. Le foie humain a une possibilité magnifique de se guérir même, lui-même. Euh, le foie peut se guérir soi-même, peut-être lentement, mais se mettre en santé. Donc ça, c'est une façon optimiste d'y penser. Et bien sûr aussi, il y a aussi, on a parlé, ça arrête la transmission des autres personnes. S'il n'y avait pas de virus, vous ne pouvez pas. Et il élimine également les effets secondaires de la thérapie médicale. Donc, il y a un grand nombre d'objectifs ici. Donc, la communauté scientifique et médicale
se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle la cure fonctionnelle. C'est une façon fonctionnelle, scientifique d'arriver à ces objectifs. Je voudrais commencer par la définition biologique, ensuite médicale, parce que ça explique vraiment où est-ce que nous voulons nous améliorer. Premièrement, ça amène à, on évite une réplique, euh, on évite que le virus se réplique de manière active dans le foie. Ensuite, le contrôle immunitaire des résidus du virus dans le corps. Parfois, il y a des résidus dans le corps. Et bien sûr, l'autre point, pas de progression de la maladie ou de risque de transmission. Mais on ne peut pas mesurer tout cela et vous ne pouvez pas faire cela avec le patient. Donc, il y a une définition clinique également. C'est donc l'ADN VHB n'est pas détectable dans le sang après un traitement de 6 mois. Et ça permet aussi de déterminer s'il y a des problèmes parce que le diagnostic pour le HBS peut ne pas, on peut ne pas le détecter. Donc, nous avons un problème ici. C'est de, il y a des difficultés pour pouvoir pour pouvoir déterminer quand la personne a atteint à une cure pleine. Ce que nous avons besoin de faire pour arriver à une cure du VHB, premièrement, nous devons supprimer la réplication, la reproduction du virus. C'est très difficile. Bien que les analogues nucléos suppriment la réplication en dessous de ce qui est détectable dans le sang de la personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tous les tests ont des limites en termes de sensibilité. Il peut quand même y avoir des virus qui restent, qu'on ne détecte pas. Et les études scientifiques ont montré que c'est vrai, une personne qui n'a pas euh, de détection du virus dans leur sang peuvent quand même avoir une réplication de l'ADN. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. Les deux cercles que j'ai montrés dans la réplication, le cccDNA, ADN, pardon, continue de se redévelopper. Donc, nous devons améliorer la façon dont nous supprimons la réplication. Deuxièmement, j'ai commencé à mieux apprécier. Nous avons besoin de réduire l'accumulation de protéines du VHB dans le sang, ce qu'on appelle l'antigénémie, parce que l'HBS et l'HBE sont des immunosuppressants. Ils empêchent le système immunitaire de faire ce qu'il doit faire. Et c'est une raison pour laquelle le virus persiste et continue d'affecter les personnes. Donc, réduire ces niveaux ou renforcer l'immunité, c'est important. Et ensuite, nous devons activer le contrôle immunitaire du virus résiduel dans le foie. Même après nous ne savons pas si ça se passe pour tout le monde, mais nous savons que pour un grand nombre de patients, il y a certains virus qui persistent. Cela veut dire
vous avez le système immunitaire qui fait ce qu'il a à faire, mais qui n'arrive pas à détecter certains de ces virus qui persistent. Et donc, c'est important pour restaurer le système immunitaire. Cela signifie qu'il faut un médicament pour stimuler le système immunitaire. Et enfin, nous pourrions avoir besoin de développer la mort de l'hépatocyte, pardon. Ce que ça fait, c'est que le cccADN est perdu et ce qui vient de la cellule infectée n'est plus infecté parce qu'ils ont perdu, dans le processus, ils ont perdu la protéine. Donc c'est très bien. La façon dont ça apparaît chez la personne traitée, c'est qu'il y a des niveaux élevés et ensuite moins élevés euh, au niveau des niveaux élevés, ce qu'on appelle des flares hépatiques, et et c'est généralement lié au nettoyage du virus dans le foie. Nous pourrions avoir besoin de promouvoir euh, la mort enfin la suppression de cette hépatocyte. Donc, il y a des choses auxquelles nous devons réfléchir. Quels sont les défis pour pouvoir arriver à la cure fonctionnelle? Je vous, il y a 50 à 100 millions de dollars dépensés pour pouvoir trouver ce médicament miracle, pour trouver une cure. Quels sont les problèmes? C'est quelque chose de difficile à faire. Pour le VHB, les raisons biologiques, c'est que le cccADN est très stable. Si quelque chose se dégrade et est remplacé dans un cycle, c'est simple de s'en débarrasser, mais interrompre ce cycle, cette protéine est très stable et c'est donc un problème. Vous pouvez ensuite avoir un haut niveau de réplication chez certaines personnes. Donc, un haut niveau de réplication peut être un problème. Ensuite, vous avez cette tolérance immunitaire aux protéines du VHB. L'objectif, normalement, c'est de se débarrasser de ces protéines. Donc, le système immunitaire ne peut pas bien faire son travail. D'autres raisons, c'est le sous-investissement dans la recherche. On connaît depuis plus de 50 ans la maladie de VHB. Il y a des faits simples que l'on connaît. Comment parvenir à trouver des solutions pour se débarrasser du virus? Nous avons un manque de connaissances de base concernant le métabolisme du cccADN et un manque de connaissances concernant le dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, nous avons de véritables lacunes. Pour le VHD, vous avez des raisons biologiques, donc de très haut niveau de réplication. Il il y a très peu de cibles virables à attaquer et c'est assez similaire au problème du VHB. VHB, quelles sont les cibles de médicaments qui sont disponibles? En gros, le message, c'est ce qu'il y a sur cette diapo. C'est la même réplication cellulaire que je vous ai montré plus tôt. J'ai juste rajouté ici des flèches qui vous montrent où sont les cibles, où est-ce que le médicament cherche qu'est-ce qu'il cherche à viser. Nous avons un grand nombre de cibles que nous essayons de viser dans la réplication. Il y a eu un grand nombre de travail fait
pour essayer de répondre aux divers problèmes de réplication. C'est une des raisons pour laquelle la communauté scientifique est convaincue que l'on peut trouver une cure au virus. Le VHD, c'est beaucoup plus déprimant parce qu'il y a beaucoup de cibles à viser. Le virus est simple. Il a besoin d'une protéine, il n'a pas d'activité, il n'y a pas de réaction chimique. La plupart de ses fonctions sont faites au niveau cellulaire. Des enzymes, il n'y a pas vraiment de cible, mais ce qui est plus prometteur, c'est que le VHD dépend du VHB. Et si nous arrivons à trouver une cure pour le HBV, nous pouvons trouver une cure pour le VHD. Éventuellement, toutes les cellules qui ont le VHD finiront par mourir si on arrive à trouver une cure pour le VHB. Et si je dois, si je dois deviner, c'est ce qui devrait se passer dans la plupart des cas. OK. Qu'est-ce que nous regardons maintenant? Comment y arriver? Comment arriver à comment arriver à une cure? Nous devons faire une combinaison de thérapies. Soit on donne des médicaments simultanément, des médicaments qui seront nécessaires pour la cure contre le VHB. Vous aurez besoin de différents médicaments parce qu'il y a différents processus. Certains médicaments peuvent faire une chose ou une autre. Nous aurons besoin de différents médicaments. La raison pour laquelle nous avons besoin de différents médicaments simultanément, c'est parce que le virus ne devrait pas pouvoir avoir l'occasion d'évoluer. Il doit avoir, les médicaments doivent avoir un mécanisme d'action complémentaire. Idéalement, il devrait être synergistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'aident l'un l'autre. Ils doivent être compatibles les uns avec les autres. Les- Idéalement, ils doivent être simples à prendre, surtout si vous devez prendre des médicaments tous les jours. Si vous avez un problème de tension, par exemple, vous devez prendre des médicaments, peut-être que vous pouvez oublier le médicament pour l'hépatite. Donc, c'est important. Et en termes de combinaison, les combinaisons doivent être sûres, mais aussi abordables, parce que si vous ne pouvez pas vous les procurer, les meilleurs médicaments du monde ne peuvent pas aider s'ils ne sont pas abordables. Comment y arriver? Nous avons développé, nous devons développer les médicaments eux-mêmes et ensuite ensemble. Comment nous pouvons développer ces médicaments? Vous Le début, c'est ce qu'il y a sur la gauche, le point de départ, le profil de cible, du produit cible. Pour le domaine académique, scientifique, ils décident quelle maladie ils veulent traiter, quelle population viser, euh, le type de médicament qu'ils veulent développer. Est-ce que ce sera oral, une injection? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur la peau? Quels sont vos objectifs? Pour le VHB, ça veut dire le soin fonctionnel, définition des risques et la tolérance. Combien de risques êtes-vous prêt à mettre les patients, euh, êtes-vous prêt à ce que les patients soient confrontés en termes de tolérance aussi? Si un patient qui a le cancer, ça peut aider, mais vous ne pouvez pas faire ça pour un patient avec le VHB parce que ça coûte énormément. Les
parce que les compagnies pharmaceutiques doivent se faire de l'argent et ne pourront pas se faire de l'argent. Donc, vous commencez avec des millions de différentes molécules et vous avez une phase ou un processus qu'on appelle le test final, où on peut identifier lesquels peuvent être bons et lequel d'entre eux peut être encore mieux. Et vous allez tout au long de ce processus et vous vous débarrassez de ceux qui ne sont pas prometteurs. Et ensuite, vous avez la phase clinique ici. Il y a quatre différentes étapes de développement et j'en parlerai plus tard. Et vous avez ensuite l'examen régulatoire. C'est lorsque l'agence de contrôle des médicaments ou le FDA, c'est juste un exemple, il regarde à toutes les données qui ont été générées dans ce mécanisme d'action et il décide si oui ou non ils sont bénéfiques aux patients, s'ils sont suffisamment sûrs et si les patients peuvent acheter. Donc, c'est le processus. En 2016, il a fallu 2,6 milliards de dollars. C'est très cher. Mon laboratoire travaille sur ce qu'on appelle la phase H. Nous sommes dans la phase préclinique. Nous avons dépensé déjà plus de 10 millions de dollars. Et le prix pour cette phase, la phase suivante, est encore plus élevé. Donc, soyez fâchés euh, par rapport aux compagnies pharmaceutiques, mais ils ont besoin de développer ces médicaments. Les tests cliniques, il y a quatre phases. Chaque médicament a différentes versions de ces phases. Dans la première phase, c'est la première fois que le médicament est ingéré ou est utilisé par les humains. C'est ce que vous faites ici. Ils essaient de développer les doses et vous leur donnez une petite dose du médicament et vous les suivez de manière attentive. Et si tout se passe bien, vous passez à un autre groupe de patients, une douzaine de personnes, et vous augmentez un petit peu la dose et vous prêtez attention à ce qui est dit. Donc, si on voit qu'il n'y a pas de problème, pas de risque, nous passons à la phase 2. Vous essayez de voir un petit peu différentes doses, 3 à 4 doses, et vous essayez de le genre de personnes que vous essayez de traiter, vous regardez principalement à la sûreté. Mais vous commencez à regarder à des signes que cela marche. Donc, vous faites une évaluation en termes d'efficacité. Et ensuite, vous passez d'une douzaine à une centaine de personnes pour l'évaluation, pour le test. Et si tout se passe bien et que la phase 2 se passe bien et que la dose semble marcher, alors ensuite, vous passez à la phase 3 qui est les essais. Vous avez des centaines de personnes ou jusqu'à près de 1000 personnes. Vous testez la dose et, et vous regardez en termes de sûreté et d'efficacité si ça marche. Et ensuite, vous concluez ce médicament marche, vous pouvez l'utiliser pour la population. Et si ça passe très bien, vous pouvez passer à la quatrième phase pour pouvoir vendre le médicament. Et c'est ce qu'on appelle le dosage de la véritable, parce que c'est fait au niveau clinique, mais maintenant c'est fourni à la population. Il y a beaucoup plus de personnes qui reçoivent le médicament.
Et lorsqu'il y a des effets secondaires, les compagnies essayent de suivre, de faire un suivi, de s'assurer quels sont les effets secondaires. Et ça peut concerner des centaines de personnes à la fois. Et si c'est bien fait, à la fin, vous avez un médicament qui aide des millions de personnes. Où en sommes-nous maintenant par rapport aux médicaments contre le VHB? Nous avons des médicaments qui ont été approuvés. Il y a beaucoup d'autres mécanismes, nouveaux mécanismes de médicaments qui ont été validés en laboratoire. Les médicaments ont montré qu'ils étaient sûrs et avant, et donc il faut s'assurer que ça marche bien. Dans plusieurs cas, il y a différents types de médicaments qui sont sûrs, qui sont effectifs si on les prend seuls, mais s'ils sont combinés avec d'autres, ils peuvent pas nécessairement marcher. Donc, il y a 16 médicaments antiviraux qui agissent directement, 14 médicaments pour activer le système immunitaire et 3 anticorps. C'est, c'est, ce sont des informations importantes que nous avons ici. Et ensuite, les essais cliniques là, combinés entrent dans leur deuxième et troisième itération. La partie intéressante, c'est que la cure fonctionnelle a augmenté de 40%. Lorsque l'on passe à des essais de plus grande échelle, c'est beaucoup plus difficile, mais à ce niveau, les types de thérapies principaux montrent des résultats prometteurs. Donc, je suis assez heureux par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est ma dernière diapo. Ce sont les problèmes en termes d'indication de traitement élargi pour les thérapies de VHB. C'est une maladie qui prend des décennies avant d'atteindre la phase terminale et ne veut, personne ne veut participer à un essai clinique pendant des dizaines d'années. Donc, c'est difficile, voire impossible, de concevoir un essai clinique pour évaluer ces éléments. Et ensuite, nous avons des médicaments analogues nucléaux qui existent, qui sont sûrs et assez efficaces, non inférieurs. Les nouveaux médicaments doivent être non inférieurs. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être pires que ce qui existe déjà. Ça veut dire que la barrière pour avoir l'approbation des médicaments est beaucoup plus élevée. Et c'est important en termes de sécurité, de sûreté. Il faut s'assurer que les nouveaux médicaments ne soient pas plus dangereux. Et ensuite, il y a les directives médicales conservatrices. Vous devez avoir des résultats positifs convaincants pour pouvoir changer les directives de traitement. Une, une des Un des principes, c'est ne pas causer de préjudice. Donc, il ne veut pas prendre de risques. Et ça a beaucoup de sens, mais ça veut dire aussi que certaines idées ne peuvent pas être appliquées sur les humains, même si ces changements peuvent aider. Ce conservatisme n'est pas approprié. Il faut faire attention lorsque vous faites des essais sur les humains. Ah, dernière pensée, résumé. Donc, le VHB et le VHD sont différents. Euh, si on arrive à trouver une cure pour le VHB, on trouvera une cure pour le VHD. Juste l'objectif thérapeutique et la cure fonctionnelle. Je suis prête à répondre à des questions s'il y en a. Merci. Je pense que nous allons passer à Dr. Walk et ensuite nous allons combiner les questions.
après la présentation de Dr. Blog, si ça vous dérange pas. Oui, ça a un sens. Très bien. Dr. Blog, je vous donne la parole et nous allons partager votre écran. Si c'est possible pour moi de changer les diapos moi-même, je ne veux pas prendre de temps. Non, allez-y, vous pouvez le faire. Donc, je peux partager maintenant. Oui, et je peux vous présenter aussi, si vous voulez bien. Est-ce que l'écran montre ma diapo? Oui, c'est juste que c'était pas dans le mode présentation.